Nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de ce journal. Jacob Zuma retrouve la liberté après plus d'un an d'incarcération. Le ministère de la Justice annonce que l'ancien président sud-africain éclaboussé ces dernières années par des révélations de corruption en cascade a fini de purger sa peine pour outrage à la justice. Une revalorisation salariale est en perspective au Bénin, hausse du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti pourrait intervenir dès 2023. Nous ferons le point dans ce journal. Les esclaves afro-américains de Louisiane et les Amérindiens, la solidarité entre les deux peuples est mise en lumière par l'exposition Black Indians de la Nouvelle-Orléans qui se tient actuellement à Paris au musée du quai Branly Jacques Chirac. On ouvre ce journal par la visite du président congolais Denis Sassou Nguesso en République démocratique du Congo, une visite de 24 heures qui a démarré ce samedi par un entretien avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Rien n'a encore filtré sur le contenu exact de leurs échanges qui interviennent en pleine crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, entraînant le départ de populations qui ont notamment trouvé refuge à Ngabé au Congo voisin. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et des membres du gouvernement et d'autres autorités algériennes reçoivent Elisabeth Borne qui entame ce dimanche une visite de 2 jours en Algérie pour, d'après les autorités françaises, donner une impulsion nouvelle à la réconciliation amorcée en août dernier par le chef de l'État français Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. La première ministre française est accompagnée de 16 ministres. Un déplacement placé essentiellement sous la thématique de l'économie. Plusieurs contrats devraient être signés. Ceci concerne notamment la transition écologique, même si sur l'énergie, Matignon indique que le gaz n'est pas à l'ordre du jour de ce déplacement. Et également prévu un forum d'affaires auquel participera une quarantaine d'entreprises françaises en présence d'Elisabeth Borne. Jacob Zuma a fini de purger sa peine, annonce du ministère de la Justice. L'ancien président sud-africain impliqué dans plusieurs scandales avait été condamné à 15 mois de prison ferme pour avoir refusé de répondre à une commission qui enquêtait sur des faits de corruption. Mais l'ex-président, désormais libre, est loin d'en avoir fini avec la justice. Samantha Saberou Saboubanka. Condamné en 2021 à 15 mois de prison pour outrage à la justice pour avoir refusé de comparaître devant une commission d'enquête sur des soupçons de corruption sous sa présidence de 2009 à 2018, l'ancien président de l'Afrique du Sud a purgé sa peine le vendredi 7 octobre 2022. Une annonce faite par le ministère sud-africain de la Justice dans un communiqué publié ce même jour. La justice sud-africaine a marqué un grand coup en ne se disant pas qu'il s'agit d'un ancien président dont le parti est encore au pouvoir, toujours au pouvoir, contrairement à certains pays, beaucoup de pays africains francophones qui auraient pu avoir une justice biaisée quant à l'envergure de telles personnalités. L'octogénaire qui a comparu après la fin de sa peine vendredi est encore dans des démêlés judiciaires. Jacob Zuma doit encore répondre devant la justice d'une affaire de pot de vin datant de plus de 20 ans. Ceci dit, la réponse de Zuma n'a pas été à hauteur parce que s'il compare sa sortie de prison pour outrage à la justice au jour de sa sortie de Robert Island pour son militantisme et parce qu'il voulait la libération de son pays, c'est qu'il n'a pas compris les enjeux. Je crois qu'il comprendra mieux les choses quand son procès pour corruption, pour affaire de pot de vin se tiendra et qu'il comprendra que la justice ne lui a pas fait de cadeau. Je crois qu'il reviendra sur terre et qu'il comprendra qu'il ne faut pas faire de telles comparaisons quand on a été dans une histoire de corruption. L'incarcération de Jacob Zuma en juillet 2021 avait déclenché une vague sans précédent de violence et de pillage dans la province du KwaZulu-Natal avant de s'étendre à Johannesburg, faisant plus de 350 morts. 2 mois après, il sera libéré pour raisons médicales et placé sous contrôle judiciaire.
En décembre 2021, un tribunal avait contesté sa libération pour raison médicale, lui ordonnant de retourner en prison. Le secrétariat de la zone de libre-échange africaine a procédé ce vendredi au lancement d'une initiative de commerce guidée pour 7 pays du continent, parmi lesquels la Tanzanie, la Mauritanie, l'Égypte ou encore le Cameroun. Le dispositif vise à rendre effectif le respect des règles et procédures de l'accord de création de la zone de libre-échange continentale. Leftimou. 7 nations représentant les 5 régions d'Afrique s'unissent pour lancer l'initiative de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'initiative sur le commerce guidé a été lancée à l'aéroport international Kotoka à Accra, au Ghana, vendredi 7 octobre 2022. Le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, l'île Maurice, le Rwanda et la Tunisie ont décidé de franchir une nouvelle étape dans l'intégration économique de l'Afrique. L'objectif de l'initiative est de marquer la volonté d'un groupe État-parti intéressé de commencer des échanges commerciaux dans le cadre de l'approche de libre-échange continentale africaine. We are now able to say we have finally honored. Nous sommes capables de dire que nous avons la vision et la réalité de ce qui pourra libérer notre continent. Comme la banque a prédit, dans 15 ans, nous serons prospères et nous pourrons enlever des millions et des millions d'Africains de la pauvreté. To lift millions and millions of Africans out of poverty. Au total, 9 catégories de produits comprenant les batteries, le thé, le café, le carreau de céramique, les produits à base de viande transformée, les amidons de maïs, le sucre, les pâtes, le sirop de glucose, les fruits secs et la fibre de sisal ont été identifiés par le comité sur l'initiative du commerce guidé de la ZLECAf. Des droits de douane réduits, offrant un avantage concurrentiel aux entreprises, la capacité de gérer les barrières non tarifaires via un système en ligne pour accélérer le commerce sont entre autres des avantages du commerce. Faisons comme l'a dit le roi Guézo. L'Afrique doit avoir confiance en elle-même. L'Afrique doit commercer avec l'Afrique. Réalisons le plan du développement des infrastructures en Afrique. Si nous le faisons, nous fermons, nous boucherons un trou de la jarre percée. Pour stimuler l'intégration économique du continent africain, le secrétariat de la ZLECAf et Equity Group ont signé un protocole d'accord de 6 milliards de dollars destiné à soutenir les secteurs primaires agroalimentaires, les industries extractives, le secteur de la fabrication et de la logistique, le commerce et les investissements, les secteurs sociaux, la technologie et l'environnement. Vers l'augmentation du salaire minimum au Bénin. La question est posée depuis des années par les confédérations syndicales. Une revalorisation très attendue, surtout par les petits salaires. Le gouvernement, de son côté, se dit engagé à apporter une réponse concrète au cours des prochains mois. Eugène Chema, Samantha Saberou Saboubanga. Les salariés qui percevaient 40 000 francs CFA à la fin du mois verront leur salaire revalorisé de 30% en début d'année 2023. Cette revalorisation des conditions des travailleurs, annoncée en avril par le gouvernement, fait son chemin, toutes les parties travaillant à sa mise en œuvre effective à l'échéance fixée, comme le confirme le président du Conseil national du patronat, Eustache Cotingan, à Africa 24. Nous avons discuté avec les travailleurs au travers du gouvernement et nous avons admis pour toutes les grandes entreprises, il n'y avait pas de difficulté parce que les grandes entreprises payent déjà à plus de 100 000 francs le SMIC dans certaines entreprises. Mais pour les petites entreprises, nous avons dû vraiment faire violence sur nous-mêmes pour que nous puissions accepter et définitivement d'avoir à augmenter le SMIC de 30%, ce qui nous amène à 52 000 francs, puisque le SMIC était à 40 000 francs. Et je peux vous dire que ça va être un effort supplémentaire, surtout pour les petites entreprises, pour subir justement cette augmentation. L'organisation patronale fondée en 1984 et représentant les dirigeants des entreprises béninoises
Le CNP Bénin reconnaît l'amélioration par les pouvoirs publics du climat des affaires dans le pays d'Afrique de l'Ouest et une transparence dans les obligations fiscales des entreprises, une situation propice au respect des obligations des employeurs et à plus d'investissements. Non, le climat des affaires s'est beaucoup amélioré au Bénin. On dit qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réformes ne serait-ce que de digitalisation, au jour d'aujourd'hui, il y a une clairvoyance totale des impôts que nous payons. Pour renforcer également la trésorerie des entreprises, nous avons besoin que dans le temps, ces impôts puissent également diminuer un tout petit peu pour permettre aux entreprises de faire d'autres investissements. Outre le passage du SMIC de 40 000 francs CFA à 50 000 francs CFA, les travailleurs bénéficieront également en début d'année 2023 d'une assurance santé maladie dont la souscription sera obligatoire pour les employeurs. En Côte d'Ivoire, le mécanisme lancé il y a quelques jours est considéré comme l'un des programmes clés de la vision 2030 du gouvernement. Il s'agit du programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises. Son objectif, soutenir l'entrepreneuriat en accompagnant la transformation des chaînes de valeur. Les précisions de Marcel Kouassi. Occupant une place importante dans la stratégie de développement économique en Côte d'Ivoire, le secteur privé ivoirien a été placé au cœur du programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises PEPIT. Programme visant à accompagner la transformation structurelle des chaînes de valeur de 15 pôles sectoriels stratégiques d'ici à 2030. Le Premier ministre Patrick Achi a présenté les grandes lignes de ce programme le 5 octobre 2022 devant un parterre d'officiels. Autour d'une volonté, d'une ambition, d'une dynamique puissante, celle du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de placer au cœur de l'action de son gouvernement, au cœur de l'accélération de notre croissance, au cœur de la réussite de son projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire, le secteur privé ivoirien, ses entreprises, ses entrepreneurs, ses champions nationaux, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Deux initiatives majeures structurent ce programme stratégique. La première concerne le renforcement et la dynamisation du tissu des PME avec la mise en place d'un guichet unique de développement des entreprises et la seconde porte sur l'émergence des premières multinationales ivoiriennes à l'échelle continentale et mondiale. À noter que selon les chiffres, moins de 10% des entreprises à capitaux à majorité ivoirienne figurent dans le top 500 des entreprises en Côte d'Ivoire. L'État a décidé de jouer un rôle encore plus proactif et stratégique dans la promotion et l'accélération du développement du secteur privé, et plus encore dans le renforcement de nos chaînes de valeur stratégiques nationales. Ce nouveau rôle, c'est la nouvelle ambition. Ils vont s'incarner au travers de deux initiatives majeures. La première concernera le renforcement de nos écosystèmes de développement des entreprises et la dynamisation du tissu des PME. La seconde, l'émergence des premières multinationales ivoiriennes, réellement compétitives au plan régional, continental et même mondial. Selon le gouvernement ivoirien, le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, PEPIT 2030, s'inscrit dans la dynamique d'accélération de la croissance économique du secteur privé, soutenue et projetée par le Plan national de développement 2021-2025. À noter que l'appel à candidature du programme PEPIT 2030, lancé le 5 octobre 2022, prendra fin le 30 décembre 2022. On en vient à cette exposition exceptionnelle à découvrir jusqu'au 5 janvier 2023 au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Il s'agit des Black Indians de la Nouvelle-Orléans, une exposition qui met en exergue la créativité mais aussi la solidarité entre les esclaves afro-américains de Louisiane qui ont fui dans les bayous et les Amérindiens qui leur ont apporté de l'aide. Reportage Ousseynou Gueye et Kamesh Katapoulé. Le voyage est instantané. Jusqu'au 15 janvier prochain, le musée du Quai Branly de Paris propose aux visiteurs de découvrir la culture des Black Indians de la Nouvelle-Orléans. Chaque année, ces groupes d'Africains-Américains défilent lors du carnaval de Mardi Gras. Une célébration héritée en quelque sorte de la colonisation à l'époque de la place Congo.
Je crois que la place Congo a été certainement en partie le creuset de beaucoup de choses, et notamment peut-être même de la grande musique américaine, du blues et du jazz. Mais il est certain qu'à la Nouvelle-Orléans, la place Congo est un lieu vous l'avez dit, de mémoire, mais c'est un lieu d'énergie. C'est très important. Ils vont tous nous mentionner cet endroit. Le carnaval des Black Indians s'est développé dans un contexte socio-politique difficile, celui de la ségrégation instaurée par les lois Jim Crow. Bien plus qu'une célébration, cette tradition carnavalesque est encore aujourd'hui perçue comme un acte de résilience et de résistance face à la discrimination raciale. Par la danse, le chant et leurs costumes, les Africains-Américains affirment leur identité. Au-delà du côté festif, la dimension spirituelle y a aussi son importance. On retrouve dans les traditions africaines cette idée que l'esprit vient incarner dans le costume. Donc on s'efface, l'individualité s'efface dans le costume et c'est ce qu'on retrouve chez eux aussi. Par exemple, Alfred Doucette, qui est un de nos grands chefs, Big Chief, nous a prêté 3 costumes. Et lui, il dit que quand le jour du Mardi Gras, c'est Marie Laveau, qui est la grande prêtresse vaudou de la Nouvelle-Orléans, qui s'est éteinte autour de 1863, qui vient c'est littéralement son esprit qui vient la visiter pour lui donner l'énergie nécessaire à porter un costume de près de 70 kilos et à danser pendant presque 12 heures sans arrêt dans la rue. Et pour la petite histoire, plusieurs d'entre eux maintenant vont en Afrique. Et ils vont dans il y a un Big Chief que j'ai connu qui est le grand chef des Creole Wild West, est allé dans une communauté Yoruba il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant. Il est allé danser dans la communauté Yoruba. Il est même revenu avec des habits perlés Yoruba chez lui. La résilience de la communauté africaine-américaine s'est aussi forgée grâce aux Social Aid and Pleasure Clubs, des sociétés caritatives qui, durant la ségrégation, ont permis d'apporter un soutien financier aux membres de cette communauté. Un soutien qui perdure. De nos jours, ces clubs seraient au nombre de 50. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.